Bien, nous sommes le 24 novembre 2018 et en cet après-midi, j'étais invité à prendre la parole devant la section d'égalité et réconciliation Rhône-Alpes. Et suite à la dictature du politiquement correct, la salle a disparu et donc nous nous retrouvons dans un contexte confiné pour tenir néanmoins malgré tout cette conférence. C'est aussi la démonstration qu'il ne suffit pas de nous priver d'une salle pour nous museler. L'objectif de ce jour, c'est de vous parler à la fois de l'immigrationnisme et du national-sionisme, de montrer que ces deux éléments sont deux pièges tendus par le mondialisme. On pourrait dire que c'est à l'image d'une pièce de monnaie dont vous avez le côté pile et le côté face. Eh bien, véritablement, vous avez dans le schéma du nouvel ordre mondial aujourd'hui le côté pile qui est effectivement ce flux migratoire organisé et d'autre part, côté face, eh bien, cette nouvelle approche national-sioniste qu'on voit se développer au cours des dernières années, puisqu'en réalité ça s'est accéléré depuis maintenant quelques mois, mais c'est un phénomène qui s'observe en réalité depuis plusieurs années. Je vais essayer de vous le démontrer. Mon exposé sera essentiellement factuel d'ailleurs, parce que comme le sujet est sensible, évidemment, je ne voudrais pas qu'on puisse trop facilement nous accuser de toute une série d'anathèmes, nous considérer comme des porteurs de fake news ou que sais-je. Non, c'est ce que j'énumère, ce sont des faits facilement vérifiables par n'importe quel auditeur. Je reviens d'abord sur ce côté pile et face d'une pièce de monnaie jouée par le nouvel ordre mondial. Et je voudrais ajouter une autre analogie, c'est celle de la géostratégie. Parce que vous le savez sans doute, en matière d'état-major d'une force armée, eh bien, il y a toujours, au plus haut niveau d'un état-major, un travail qui consiste à envisager tous les scénarios. Vous avez le plan A, le plan B, le plan C. Vous avez une multitude de cas de figure, de telle façon que, en théorie, l'état-major ne soit jamais pris au dépourvu, qu'il ait envisagé différentes situations, différentes causes de soucis de défense intérieure ou extérieure, et qu'ainsi, lorsque le problème se pose, eh bien, on aille chercher le dossier et il y a quasiment les réponses toutes faites pour l'état-major en question. Eh bien, en matière de ce que l'on observe aujourd'hui en géopolitique, c'est la même chose. Vous avez, dans le contexte mondialiste, vous avez un plan A et un plan B. Et les deux éléments, en fait, c'est simplement une adaptation à un contexte particulier. La question de l'immigration, telle qu'elle est organisée, c'est le plan A. La réponse des populismes prise en main dans un contexte qui cherche à cornaquer ces populismes, à les guider dans le sens du national-sionisme, c'est le plan B. Alors, c'est important de bien comprendre donc que, en réalité, ces deux éléments qui semblent contradictoires sont donc maîtrisés par
les mêmes acteurs. Je vais d'abord traiter de la partie de l'immigrationnisme. Ce que nous observons aujourd'hui, l'immigration massive, elle est organisée, orchestrée. Elle n'est pas le fruit du hasard, elle ne résulte pas simplement de quelques conflits à l'autre bout du monde. Ça ne suffirait pas, bien entendu, à expliquer des flux massifs de population qui traversent les continents, les océans, pour arriver jusqu'ici. Si on veut bien comprendre ce qui se passe, on va remettre ça dans un contexte chronologique. Alors, je vais vous rappeler quelques éléments. Le premier, c'est en juillet 1970, quand Edmond Rothschild, fondateur de la section européenne de la Commission trilatérale, déclare lors d'une interview « Le verrou qui doit sauter à présent, c'est la nation ». Les structures économiques vont suivre la même évolution que les structures politiques. Dans ce dernier domaine, l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire les 6 pays du marché commun, plus la Grande-Bretagne, peut-être l'Irlande et les pays scandinaves, selon des modalités à définir, vont constituer une Europe politique fédérale. Dans ces conditions, la structure qui va disparaître, le verrou qui doit sauter, c'est la nation, parce qu'elle est inadaptée au monde moderne, tantôt trop petite, tantôt trop grande. Durant ces mêmes années 70, vous avez le haut patronat cosmopolite qui commence à faire venir des immigrés en France pour disposer d'une main-d'œuvre qu'ils pourraient payer moins cher. C'est la volonté, tout simplement, de disposer d'une main-d'œuvre qu'on ne payera pas au même prix que la main-d'œuvre existante de l'ouvrier français. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. En 1975, vous avez Simone Veil, ministre de la Santé, qui fait passer la loi légalisant l'avortement. Et depuis lors, vous avez 225 000 femmes qui se font avorter chaque année en France. À la suite de quoi, le même haut patronat cosmopolite va réclamer plus d'immigrés pour compenser la dénatalité, occuper les postes professionnels vacants et payer nos pensions. Et ce sont les mêmes sornettes qui sont évidemment régulièrement répétées par l'ONU pour justifier l'immigration massive comme une réponse à un problème démographique propre au continent européen. On nous dit que la dénatalité est vraiment un souci dont l'immigration est aujourd'hui la seule réponse. 1976, toujours à la demande de ce patronat cosmopolite, la France, dont Valéry Giscard d'Estaing était le président et Jacques Chirac le Premier ministre, a transformé par décret l'immigration de travail en immigration de peuplement. Jusqu'alors, les immigrés étaient autorisés à résider en France le temps de la durée de leur contrat de travail. À partir de 1976, les immigrés présents sur le sol français vont pouvoir s'organiser sur base du regroupement familial. C'est sur le territoire du français, ça va donc s'installer de façon définitive. En 2009, lors d'une conférence, le mondialiste Jacques Attali, membre du Congrès juif mondial, déclare que la bourgeoisie juive finance des imams et appelle les juifs de France à contribuer à l'émergence d'un islam bourgeois en France. Dès 2012, il apparaît que les 3 leaders du marché halal en France sont juifs et sionistes, ce dont la Ligue de défense juive s'est réjouie par un tweet le 24 août 2014. En 2013, le rabbin David Tuitou déclare publiquement « C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle. » Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe
la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Depuis 2015, le milliardaire cosmopolite George Soros finance les vagues migratoires qui déferlent sur l'Europe. Il vient encore d'annoncer, en septembre de l'année 2016, avoir débloqué 500 millions de dollars pour favoriser l'immigration. Et nous sommes aujourd'hui en novembre 2018 et cela n'a cessé, des budgets sans cesse supplémentaires. Pour la seule question migratoire, le budget pour l'année 2018 était de 62 millions de dollars, sans compter les 500 millions qui ont été investis auprès d'entreprises qui se sont engagées à travailler selon l'agenda d'intégration des migrants que propose l'Open Society. À titre de comparaison, on voit que le budget de Frontex, l'agence qui est censée protéger les frontières de l'Union européenne, est de 300 millions d'euros. Donc en fait, on a quelqu'un qui est un investisseur privé qui a quasiment les moyens d'un État ou de plusieurs États, qui se présente lui-même comme un homme d'État sans État avec un projet... Il le dit explicitement. Il le dit explicitement, il ne s'en cache pas. Prenons en parallèle le terrorisme islamique qui, évidemment, inquiète à juste titre nos concitoyens. Mais rappelons qu'en 2013, Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, disait à propos du front Al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda, qu'il faisait du bon boulot. Ajoutons encore qu'en mars 2015, la télévision israélienne I24 a reconnu que des djihadistes viennent se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Bref, pour combattre cette immigration, encore faut-il comprendre que celle-ci, elle est orchestrée. Et qu'elle est orchestrée dans le cadre d'un plan mondialiste. Et ces derniers mois, on voit véritablement une accélération de ce processus. Regardez au cours du simple mois de novembre 2018. Vous avez eu à Paris le Forum de Paris pour la paix. C'était une initiative de Macron du 11 au 13 novembre. Alors, la symbolique était forte et suffisante pour que le français moyen ne comprenne pas de quoi il s'agissait. Le 11 novembre, organiser l'ouverture d'un forum de Paris pour la paix, cela semblait être tout simplement une activité qui entrait dans le cadre des cérémonies du centenaire de la Première Guerre mondiale. Mais en vérité, il ne s'agissait pas du tout de cela, même si le nom pouvait prêter à confusion. Le Forum de Paris pour la paix, initiative, j'insiste, d'Emmanuel Macron, a pour objectif d'être le rendez-vous annuel français pour favoriser la mise en place de la gouvernance mondiale. Et évidemment, il s'agissait d'inviter plus de 900 acteurs importants de la mise en place de cette gouvernance mondiale, dont plusieurs chefs d'État bien sûr, et dans les sujets évoqués, d'envisager d'une part la lutte contre les populismes, d'autre part la gestion de l'immigration. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés, la crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Et nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'extrémisme, qui remettent en cause cet horizon que nos peuples attendent. Quelques jours après, le 20 novembre de cette année 2018, s'est tenu le Global Positive Forum. Alors cette fois-ci, c'est organisé par Jacques Attali. Bon, Jacques Attali, rappelons-le, c'est celui qui a créé, façonné Emmanuel Macron d'une certaine façon.
Et au cours de ce Global Positive Forum qui s'est tenu au ministère des Affaires étrangères à Paris, dans les grandes salles et l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères, il a été question, de nouveau, entre autres, de l'organisation de l'immigration dans un plan mondial. Ajoutons que les 10 et 11 décembre de cette année 2018, il y aura à Marrakech le grand rendez-vous mondial destiné à la ratification par les différentes délégations officielles gouvernementales de toute la planète du pacte mondial pour l'immigration de l'ONU, qui est véritablement un plan de gestion de l'immigration visant à donner des directives, certes non contraignantes, mais on verra quand même que cela a un double effet, des directives qui sont des recommandations donc aux différents États pour organiser et gérer l'immigration. Alors, dans ces directives, il est notamment question de ne plus faire de distinction entre l'immigration légale et l'immigration illégale. C'est quand même un élément important, parce que s'il n'y a plus cette distinction, cela veut dire qu'en fait, l'appel d'air sera sans précédent. Il y aura l'impression donnée dans le continent africain et le continent sud-américain que désormais toute immigration devient possible et acceptable. Le pacte mondial pour l'immigration de l'ONU est présenté comme non contraignant. Mais il y a un élément important qui joue pour montrer que ceci n'est qu'à moitié vrai, c'est que à partir du moment où un État a ratifié ce pacte, même si officiellement il n'est pas contraignant, eh bien les magistrats pourront s'emparer du fait que l'État a ratifié ce pacte pour estimer que l'État est en devoir de se conformer à ce qui est présent comme recommandation dans ce pacte, même si ce n'est pas au moment même conforme à la législation de l'État concerné. L'ONU l'a dit, ce pacte n'a pas de valeur contraignante. Sauf qu'il peut être contourné. Il peut y avoir une judiciarisation de ceux qui n'auront pas respecté le pacte. Ce sont des condamnations qui sont de pure forme, mais en même temps, on demande qu'est-ce que la France va faire pour indemniser les gens et pour réparer. Et c'est donc évidemment plein de conséquences très importantes pour l'avenir, parce qu'évidemment, ça signifie que à chaque fois que des immigrés qui se verraient refusés par l'État dans lequel ils demandent le statut de réfugié politique, eh bien, pourraient se retourner à ce moment-là vers la justice en arguant auprès du magistrat du fait que l'État a ratifié le pacte mondial de l'ONU et que donc il doit s'y conformer même si ces lois ne sont pas en vigueur de façon totalement conforme à ce pacte. J'insiste sur le fait que toute cette immigration, elle n'est pas le fruit du hasard, c'est une évidence, elle est vraiment le fruit d'une vision mondialiste.
Le pacte de Marrakech est vraiment dans l'esprit Open Society. On voit clairement que, en tout cas, c'est inspiré de la même vision du monde et des thématiques très communes. Il faut savoir que, par exemple, au moment du début de la crise migratoire, vraiment en 2015, avec l'arrivée massive des Syriens, George Soros a proposé un plan en plusieurs points, dont certains sont très proches du plan de Marrakech, comme par exemple la nécessité de créer des couloirs humanitaires depuis les pays d'origine jusqu'aux pays de destination, un plan qui prévoit vraiment de faire de l'Europe une sorte de plateforme de déplacement et d'émigration. Maintenant, en parallèle, abordons la question de ce national-sionisme. Démarrons par Steve Bannon. Parce que c'est une pièce maîtresse du jeu aujourd'hui. C'est un personnage planétairement célèbre. Steve Bannon a annoncé à la mi-juillet 2018 la naissance d'une organisation supranationale qui aurait pour objectif de coordonner les mouvements que l'on appelle communément populistes. Alors, cette organisation s'appelle sobrement The Movement, le mouvement. Alors, ça n'a donc aucune caractéristique apparente. Donc, cela a clairement pour objectif de coordonner les mouvements populistes d'Europe dans un premier temps. Étrange quand même que ce soit un Américain qui est en charge de coordonner les mouvements populistes en Europe. Mais pas si étrange que ça quand on creuse un peu. Alors, cet homme d'affaires, Steve Bannon, a été le patron du site Breitbart. Il est évidemment célèbre auprès de chaque personne qui regardera cette vidéo en tant qu'ancien conseiller du président Donald Trump. Mais il n'est pas que cela. Et on se souviendra, étrangement, que de nombreuses organisations juives américaines de gauche avaient accusé Steve Bannon d'être antisémite, et c'est ce qui avait notamment entraîné une campagne acharnée contre lui, alimentée financièrement par George Soros. Pourtant, la plus ancienne institution sioniste aux États-Unis, l'Organisation sioniste de l'Amérique, la ZOA, a déclaré que Steve Bannon est un patriote américain qui défend Israël et qui a une profonde empathie pour le peuple juif. C'est une déclaration officielle du président de l'Organisation sioniste de l'Amérique, M. Klein, qui ajoute encore le site Breitbart News de M. Bannon lutte courageusement contre la haine du juif et d'Israël, et d'insister. Est-ce que les extraordinaires conseillers pro-israéliens de Trump, tels que Newt Gingrich, Rudy Giuliani, Mike Pence, Mike Huckabee, Sheldon Adelson et le gendre juif de M. Trump, Jared Kushner, ou David Friedman et Jason Greenblatt, permettraient à un antisémite et un anti-israélien de travailler avec eux? Est-ce qu'Ivanka Trump, converti au judaïsme et dont les enfants vont à l'école juive orthodoxe, permettrait à un antisémite de travailler avec son père? Donc, c'était évidemment la démonstration par ces déclarations de cette organisation très puissante, l'organisation sioniste américaine, que M. Bannon est tout à fait validé, estampillé, mandaté par eux. En novembre 2017, d'ailleurs, Steve Bannon participait au dîner de gala de cette organisation sioniste de l'Amérique. Et il y tenait un discours. Et dans ce discours, il y a une phrase qui mérite attention. Il dit
et je suis fier d'être chrétien sioniste. Et ça explique évidemment donc tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui avec ce mouvement. Un adjoint de M. Bannon, cité dès la mi-juillet 2018 pour mettre en place ce mouvement, c'est un certain Rahim Kassam. Alors, Rahim Kassam est un homme d'affaires considéré comme l'un des conseillers de Nigel Farage, collabore à la rédaction de Breitbart, ainsi qu'à diverses publications de la mouvance des néoconservateurs américains et britanniques. Ajoutons que Rahim Kassam, bien que né dans une famille musulmane, est un athée sioniste qui a déclaré en décembre 2012 à la publication The Commentator: Israël reste la démocratie la plus légitime, la plus transparente et la plus sûre de la région. Donc, ça, c'est donc le second collaborateur de M. Bannon annoncé pour le recrutement du mouvement en juillet 2018. C'est avec lui qu'il démarre le recrutement en vue de la mise en place d'un quartier général à Bruxelles qui annonce alors dans les médias européens embaucher jusqu'à 10 experts dans différents domaines et espérer à terme compter sur un staff de 25 professionnels. 25 professionnels payés à temps plein pour cette coordination à partir de Bruxelles d'une telle organisation. Surprenant quand même, parce que ça demande énormément de moyens financiers, et on ne voit pas bien d'où. Parmi les Français que Steve Bannon rencontre de façon privilégiée, il y a un certain Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, qui, rappelons-le, ne manque jamais une occasion de rappeler aux organisations juives qu'il est le petit-fils d'un rabbin. Il y a Marion Maréchal, qui avait été conviée aux États-Unis à prendre la parole devant les grands financiers, les grands donateurs du Parti républicain et du Tea Party. After 40 years of massive immigration, Islamic lobbies and political correctness, France is in the process of passing from the eldest daughter of the Catholic Church to the little niece of Islam. And the terrorism is only the tip of the iceberg. How did we get here? How did we get here? Islamic lobbies. Marion Maréchal, dont le père, rappelons-le, était un agent du Mossad, ce qui a été confirmé par la Ligue de défense juive, et qui est désormais soutenu par les milieux néoconservateurs américains. Alors bien sûr, certains m'objecteront qu'au nom d'un pragmatisme politique, tout cela finalement a peu d'importance, pourvu que Steve Bannon mette ses compétences et ses réseaux au service d'une bataille visant à affaiblir les institutions européennes et la gauche européenne. Mais il va de soi que tout ceci n'est pas une opération gratuite. Elle est bien commanditée et financée dans des officines qui ne se situent pas en Europe. Ce qui a nécessairement de quoi nous inquiéter sur le prix à payer ultérieurement. Début juillet 2018, on nous disait par exemple que Benjamin Netanyahou aspirait à être le patriarche des leaders populistes. C'est quand même surprenant comme même orchestration. Et si Benjamin Netanyahou devenait le patriarche des populistes, ce ne serait certainement pas pour le bien des Européens ni celui de la chrétienté. À l'approche des élections européennes,
Il y a évidemment lieu de s'inquiéter sur le développement de ce qui pourrait être qualifié de national-sionisme, c'est-à-dire d'une OPA, oui, d'une offre publique d'achat du sionisme sur différents partis, mouvements et médias considérés comme populistes ou identitaires. The beating heart of the globalist project is in Brussels. If I drive the stake through the vampire, the whole thing will start to dissipate. Everything converges on May of 2019, and that's literally when we take over the EU. L'approche est toujours identique. Sur base du légitime désir de préserver son pays d'une immigration en grande partie islamique, un dirigeant d'un parti, d'un mouvement ou d'un média dit patriote va être contacté par certains émissaires sionistes, généralement prêts à se montrer très généreux si des convergences semblent envisageables avec les intérêts israéliens. En fait, ceci, en réalité, a déjà débuté il y a pas mal d'années. Je ne vais pas remonter trop loin, je vais m'arrêter à décembre 2010. En décembre 2010, ce type de démarche était symbolisé par le voyage effectué en Israël par des représentants du FPO autrichien, du Vlaams-Belang flamand, et du SD, le Parti des démocrates suédois, qui a remporté une certaine victoire électorale il y a quelques mois. Parmi cette délégation, il y avait pour le FPO M. Strache, le leader du FPO, aujourd'hui donc au gouvernement autrichien, et puis Philippe de Winter, le leader le plus connu hors des frontières belges du Vlaams-Belang. Tous avaient été accueillis par des officiers de Tzahal et avaient accepté de porter le béret rouge de l'armée israélienne durant ce petit voyage sur les frontières. Les organisateurs de cette visite en Israël, de ces délégations de partis nationalistes ou populistes, se nommaient David Haïvri, administrateur des colonies de Shomron, et Hillel Weiss. Alors Hillel Weiss est une figure éminente du mouvement sioniste. Il croit en la nécessité de reconstruire le temple et d'instaurer la domination juive sur le Grand Israël. Il s'était opposé à une visite du pape Benoît XVI en Israël. En octobre 2014, Hillel Weiss avait été accusé par plusieurs médias israéliens, dont le journal Haaretz, de préconiser rien moins que l'annihilation des Palestiniens. Weiss avait créé la controverse en déclarant qu'il n'y avait pas de génocide possible contre le peuple palestinien, tout simplement parce que les Arabes palestiniens ne constituaient jamais un peuple. L'islam radical en Europe, plus dangereux que l'extrême droite pour les Juifs et pour Israël. Une idée qui fait son chemin ici. Depuis des années, le professeur Hillel Weiss, figure du mouvement de la colonisation, prône une alliance entre nationalistes israéliens et européens au nom de la défense des valeurs de l'Occident. En 2010, il a même organisé la visite de plusieurs dirigeants d'extrême droite à la Knesset, dont l'Autrichien Heinz Strache et le Belge Philippe de Winter. Les Européens ne sont pas nazis. Ils ne sont pas néo-nazis. Ils n'ont absolument pas à avoir honte de leur nationalisme et du refus d'accueillir des réfugiés. Les musulmans organisés, religieux, nationalistes n'ont rien à faire en Europe. Ce n'est pas leur place. Quelques mois après avoir organisé la visite d'élus du FPO, du Vlaams-Belang et des démocrates suédois en Israël, David Haïvri et Hillel Weiss faisaient un tour d'Europe avec l'appui de ces mêmes élus et prenaient la parole dans différents parlements. Le Parlement flamand, mais aussi le Parlement européen, avec le soutien et à l'initiative des partis nationalistes ou populistes.
Surprenant, non? Revenons-en à The Movement, le mouvement, l'organisation internationale promue par Bannon. Les statuts de cette organisation, une fondation privée, ont été déposés en Belgique le 9 janvier 2017. En fait, Bannon n'y apparaît pas. Il n'est pas membre du conseil d'administration de The Movement. The Movement, le mouvement, ne compte que 3 administrateurs. Michael Modrikamen plutôt, est avocat sioniste et le président de The Movement, le mouvement. Son épouse Yasmine Dehaene est administratrice, ainsi qu'une 3e personne, Laure Ferrari, considérée comme une amie très très intime de Nigel Farage, l'ancien leader du UKIP. Le but initial du mouvement, c'est un club, il faut être très clair. Un club qui se veut, si vous voulez, le pendant pour les souverainistes, les nationalistes, de cercles comme le forum de Davos ou Bilderberg, où il y a donc les gens peuvent se rencontrer, se connaître, et éventuellement se prêter main forte quand c'est nécessaire. Michael Modrikamen est donc le président de The Movement, le mouvement, dont Steve Bannon apparaît finalement seulement comme un représentant de commerce. Qui est Michael Modrikamen? Né en Belgique le 22 février 1966, il fut à 2 reprises le président de la synagogue libérale de Bruxelles, ainsi que le président de la fondation Weizmann en Belgique. En 2001, il a mené, au nom de la communauté juive, les négociations sur les biens juifs spoliés pendant la guerre, qui ont abouti au versement par les banques, les assurances et l'État belge d'une indemnité de 111 millions d'euros à la communauté juive. Marié avec Yasmine Dehaene, membre du conseil d'administration donc de The Movement, il est père de 3 enfants. Avocat, il a créé en novembre 2009 le Parti populaire dont Joël Rubinfeld fut le vice-président. Qui est Joël Rubinfeld? Président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, vice-président du Congrès juif européen en 2009 et 2010, coprésident du Parlement juif européen de 2012 à 2014, Joël Rubinfeld est nommé en 2002 aussi secrétaire général des amitiés belgo-israéliennes. Il travaille au dialogue entre Bruxelles et Jérusalem par la coordination d'événements bilatéraux et de rencontres interparlementaires entre donc membres des parlements belges et des parlements israéliens. En 2003, il fut l'un des cofondateurs de l'Atlantis Institute, un think tank libéral basé à Bruxelles. C'est aussi chez lui que s'est tenu le siège du parti populaire de Modrikamen avant qu'il ne transfère ce siège à son domicile. Ça vous donne une idée des ramifications. Qui sont ces personnes qui ont réellement en main, statutairement, The Movement, le mouvement, la fondation dont Steve Bannon est le représentant de commerce. Quand Bannon va en Italie ou qu'il va demain en Allemagne, et qu'il va expliquer ce qu'est le populisme et pourquoi, et qu'autour de ça, il va donner 40 interviews, 50 interviews à tous les médias possibles et imaginables, je peux dire, il remplit quelque part un des rôles que nous nous sommes, si vous voulez, donnés, qui est quelque part un rôle, ça va peut-être vous surprendre, mais d'évangélisation. J'ai dit à Steve il y a quelque temps, je lui ai dit, écoute, finalement, ta grande force, c'est quelque part le Billy Graham du populisme. Maintenant, revenons sur la chronologie, puisque, très curieusement, Bannon ne rend public l'existence du projet The Movement qu'en juillet 2018. Et l'on voit que, pourtant, les statuts ont été déposés en janvier 2017, et à Bruxelles. Bien, en fait,
En réalité, tout cela a été vu en décembre 2016, non pas aux États-Unis, non pas à Bruxelles, non pas en Europe, mais à Jérusalem. C'est en effet à Jérusalem, en décembre 2016, que Michael Motrikamen participe au Jérusalem Leaders Summit. Il y est reçu, d'ailleurs, ainsi que les autres participants de ce sommet, à la Knesset. Il est important de préciser que le Jérusalem Leaders Summit est co-organisé par Yasmine Dehaene, son épouse. Ce sommet annuel rassemble des participants américains, belges, indiens, israéliens et anglais. On y a notamment vu Bill Esrich, eurodéputé de UKIP, le parti de Nigel Farage. Le sommet de décembre 2016 de ce Jérusalem Leaders Summit s'est terminé par la signature de la déclaration de Jérusalem. C'est donc en marge de cet événement qu'a été conçu, imaginé le projet, the movement, le mouvement. C'est donc bien dans un processus mondialiste et non pas un processus populiste européen que tout cela a été envisagé. Hij heeft nu toevallig, omdat hij advocaat is van Farage, op een lunch Bannon ontmoet en doet zich nu voor als de vertegenwoordiger van de rechterzijde in Europa. Dat is echt zo'n bedriegerij dat ik er een beetje sterk op reageer. Want er is niks minder waardevol politiek gesproken dan de partij of de figuur van Motrikamen, die trouwens ons altijd veel te radicaal heeft bevonden en nu komt zeggen ik ben jullie vertegenwoordiger. We have never been in touch with him. We never made any consultations. And we believe that the Europeans should construct their political formations and their political families according their own wishes and not according some advice coming from the United States. J'insiste encore sur un point pour montrer toutes les ramifications. C'est que avant de partir à Jérusalem en décembre 2016 pour le Jérusalem Leaders Summit, Michael Motrikamen, président de cette fondation, rencontrait à Bruxelles Nicolas Dupont-Aignan. Donc vous voyez, en fait, on a vraiment une série d'acteurs qui ont tous désormais d'impressionnantes ramifications, relations. Tout cela se tient beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Nous avons vu aussi que les dirigeants statutaires de la fondation The Movement, le mouvement promu par Steve Bannon, sont donc Michael Motrikamen, Yasmine Dehaene, son épouse, Laure Ferrari, une intime de Nigel Farage. Nous avons également montré que ce fameux mouvement, fondé statutairement en janvier 2017, avait été préparé en marge du Jérusalem Leaders Summit. Michael Motrikamen et son épouse Yasmine Dehaene étaient aussi très impliqués dans l'organisation de l'Alliance pour la démocratie directe en Europe, l'ADDE, qui est le groupe parlementaire européen fondé par Nigel Farage, au sein duquel on retrouve aujourd'hui à la fois Nicolas Dupont-Aignan et Florian Philippot. Lors de l'édition 2015 du Jérusalem Leaders Summit, les participants avaient visité le Friends of Zion Museum, le FOZ, musée fondé par Mike Evans, un évangéliste américain ultrasioniste et dont le conseil d'administration est composé de plusieurs généraux de l'armée israélienne. Mais toutes les relations sont très entretenues entre tous ces milieux. La presse israélienne avait relayé cette visite. Elle en avait montré des séquences filmées. Et on y voyait notamment
en dehors de Michael Modrikamen et son épouse Yasmine Dehaene, on y voyait en dehors des représentants du UKIP de Nigel Farage, eh bien, par exemple, Becky Norton Dunlop. Becky Norton Dunlop est tout simplement l'ancienne directrice de cabinet de la Maison-Blanche. On y voyait Maurice McTighe. Maurice McTighe est un ancien ministre néo-zélandais. Donc vous voyez, il y a véritablement dans ces milieux le gratin du processus mondialiste. Et donc, quand on comprend que c'est en marge de cela que s'est créée la fondation The Movement, le mouvement, qui tente maintenant de coordonner les mouvements populistes, on comprend que c'est vraiment dans un processus mondial. C'est d'ailleurs à ce point vrai que les parlementaires britanniques du UKIP et les parlementaires conservateurs présents à cette réunion du Jérusalem Leader Summit, après leur visite du musée Foz, le musée de l'histoire du sionisme, avaient déclaré aux médias, après cette visite au musée Foz, nous sommes devenus des partisans d'Israël et des messagers chargés de diffuser le message de ce pays partout dans le monde. Donc vous voyez, il y a véritablement, non pas simplement des relations, mais ensuite une utilisation. Les personnes qui sont recrutées dans ces cénacles, ensuite, sont transformées en émissaires, en ambassadeurs, en acteurs dans leur propre réseau politique, dans leur propre pays, dans leur propre paysage politique nationaux, eh bien d'être des relais, des agents doubles, pourrait-on dire. Alors, pour accentuer encore la démonstration que la fondation, le mouvement, est bien entré dans un processus en réalité mondialiste, à travers la coordination des mouvements populistes, il y a cette petite phrase de Michael Modrikamen au journal italien La Stampa. Écoutez bien. Nous commencerons en Europe, mais notre objectif est d'être un club mondial du Canada à l'Asie. Donc, Bannon nous dit le mouvement, The Movement, a pour objectif de coordonner les populistes. Mais son président statutaire, Michael Modrikamen, dit bien qu'il s'agit d'un club mondial qui a pour ambition, ultérieurement, de coordonner les forces politiques du Canada à l'Asie. On n'est plus du tout dans la défense simplement des populismes pour affaiblir les institutions européennes et affaiblir le gauchisme en Europe. Sur le grand marché des droites populistes, The Movement aura finalement été un produit inadapté, qui n'a pas trouvé sa place. Pour Modrikamen, on comprend que l'essentiel est ailleurs, à travers une anecdote intéressante. Je vais vous donner un exemple très concret. Ça va peut-être vous montrer combien ça n'a pas d'importance. Je dis, ok, j'ai fondé ce mouvement sur le papier, et j'en suis toujours, il y a 3 administrateurs, etc. Et j'ai proposé à Steve officiellement de devenir le chairman sur le papier. Mais il n'en a rien à faire. Non, mais je veux dire, il n'en a rien à faire. Pour lui, ça n'a mais aucune importance, la structure juridique, le ceci. Ce qui compte pour lui, c'est qu'in fine, les membres, les partis, un Salvini, les partis populistes de France, les partis populistes d'Allemagne, moi-même, atteignons un niveau d'influence dans notre pays. C'est la seule chose qui compte. En novembre 2018, Bannon vient de présenter un nouveau projet dont la continuité, cette fois c'est en Italie que ça se passe, c'est la chartreuse de Trisulti qui devrait devenir en 2019 une académie pour la défense de l'Occident judéo-chrétien, cofondée donc par l'Américain Steve Bannon, qui en serait le directeur des programmes. Et cette académie pour l'Occident judéo-chrétien accueillerait durant l'été 2019 ses 200 premiers étudiants. Du moins, c'est son ambition.
La chartreuse de Trisulti. Voici Benjamin Arnwell, le gars le plus intelligent à Rome selon Steve Bannon. C'est pour ça que l'ancien conseiller de Trump a voulu ce Britannique, fondateur de l'Institut Dignitatis Humanae, à la tête de son académie pour catholiques intégristes. Il s'agira d'une école qui va défendre les valeurs judéo-chrétiennes de notre civilisation avec 2 formations. L'une axée sur les valeurs de la famille et de la vie sociale, et une autre plus spécifique pour les politiques et les fonctionnaires chrétiens, afin qu'ils vivent pleinement cette sensibilité dans leur activité publique. Avouons-le, c'est une ambition qui n'est pas gagnée. Ce n'est pas gagné parce qu'en France, vous avez tous vu qu'il existe depuis peu un projet similaire qui a été lancé par Marion Maréchal et qui ne décolle pas malgré tout le soutien médiatique dont elle bénéficie. D'autre part, un élément qui ne donne pas l'impression que c'est gagné pour Bannon, c'est que ce procédé de mise en place de la fondation The Movement, le mouvement, malgré tous les moyens et toute la médiatisation dont il a bénéficié dans la presse de tous les pays de l'Europe, et même au-delà, eh bien, ne parvient pas à prendre son envol. La première grande réunion événement de The Movement ne cesse d'être reportée. Il n'y aura rien en novembre, comme cela avait été précédemment annoncé. Modric Amen parle maintenant du mois de janvier sans avancer une date précise. Steve Bannon, en fait, a beau redoubler d'efforts pour sillonner toute l'Europe afin de rallier mouvements et personnalités populistes, eh bien, les refus s'accumulent et au refus s'ajoutent les « on verra plus tard », parce que beaucoup, finalement, sont de plus en plus sceptiques. Mais de son côté, Bannon continue tranquillement d'exécuter sa mission. Et il peut compter pour cela sur l'aide d'un nouveau personnage sur cet échiquier qui s'appelle Benjamin Arnwell. Benjamin Arnwell est un sujet britannique, un de plus, un peu comme tous ses amis du UKIP qui sont déjà dans cette trajectoire. Arnwell est un ancien attaché parlementaire de l'eurodéputé conservateur anglais Nirj Deva. Arnwell est aussi le fondateur de Dignitatis Humanae Institute, un think tank conservateur européen. Sur le site de son institut Dignitatis Humanae, parmi les très rares articles publiés, on trouve déjà ceci. Dignitatis Humanae Institute appelle la Maison-Blanche à nommer sans délai un nouvel envoyé spécial américain chargé de surveiller et combattre l'antisémitisme. Vous voyez ? Bon, ça s'appelle Dignitatis Humanae, c'est censé être un institut conservateur catholique, et en fait, la priorité, une fois de plus, c'est l'antisémitisme et la défense d'Israël. Le reste, c'est de l'emballage. Son institut est soutenu par le cardinal Burke, bien connu dans les milieux conservateurs. Cet institut est aussi présidé à titre honorifique par le cardinal Martino. Alors retenez ce nom parce que le cardinal Martino est accusé par l'archevêque Vigano de faire partie du courant homosexuel du Vatican. Donc, ça vous donne aussi une idée des étranges ramifications que cela peut entraîner, d'autant que je vous montrerai dans quelques minutes qu'à chaque fois qu'un mouvement populiste se laisse harponner par le courant national sioniste, dans le même temps, il met en son sein le lobby LGBT. Les deux éléments vont systématiquement de pair dans tous les mouvements populistes européens. C'est quand même assez révélateur. Donc, alors, cet institut, j'en reviens à cet institut Dignitatis Humanae, en février 2018, fort de ses soutiens, cardinal Burke et cardinal Martino,
il a signé un accord avec le ministère italien de la Culture pour devenir le locataire officiel de la chartreuse de Trisulti, construite au XIIIe siècle, située à 120 km de Rome. C'est un merveilleux lieu de chrétienté, gigantesque. Il y a là, donc, à la disposition de cet institut, pour donc cette académie pour la défense de l'Occident judéo-chrétien, co-dirigée par Bannon, l'église, le cloître dessiné par Michel-Ange, la bibliothèque, riche de 38 000 ouvrages anciens, l'herboristerie, où les moines chartreux inventèrent la liqueur sambuca, le jardin botanique, le réfectoire, les chambres. C'est un merveilleux site sur de vastes hectares qui permet vraiment de loger des centaines de personnes et de disposer d'un nombre incroyable de salles. Donc un luxe totalement inattendu pour une telle académie qui apparaît comme ça, d'un seul coup, sortie du chapeau de M. Bannon et de M. Arnouel. Moyennant 100 000 € annuels, l'association parrainée par Steve Bannon s'est adjugée la concession de ce monument national pour 19 ans. Faute de vocation, cette chartreuse du XIIIe siècle risquait de tomber en ruine. Elle servira désormais à véhiculer les idées d'extrême droite de Bannon pour renforcer son influence en Europe. Ce que nous proposons de faire est de nous battre contre la sécularisation militante de nos sociétés, contre une certaine forme de capitalisme spolié de toutes les valeurs humaines, et puis nous ériger contre la présence d'un islam djihadiste. Nous espérons que la lutte mondiale pour la défense de notre civilisation partira d'ici. Maintenant, j'en ai fini avec la mouvance Bannon. Je pense que ça vous donne une idée de qui est derrière tout cela. Observons rapidement les autres leaders du national-populisme, du national-sionisme dans les mouvements populistes aujourd'hui. Est apparu tout récemment Bolsonaro au Brésil. Là aussi, évidemment, on sait bien que ça a suscité dans un premier temps beaucoup de curiosité et un incontestable enthousiasme dans de nombreux milieux qui voyaient encore une fois la victoire d'un leader populiste qui allait nettoyer le gauchisme de son pays. Mais le nouveau président Jair Bolsonaro, on le voit bien, est en fait un agent israélien, tout simplement, rien de plus, rien de moins, dont les premières mesures avant de s'occuper de la situation du Brésil auront été d'annoncer le transfert de l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme si c'était la mesure prioritaire pour le bien du Brésil. À peine élu, Jair Bolsonaro a d'ailleurs accordé une interview au quotidien israélien Israël Hayom. Et qui lit-on ? J'aime le peuple israélien et Israël. Soyez assurés que vous pouvez compter sur notre vote à l'ONU à presque toutes les questions ayant trait à Israël. Vous voyez, donc en fait, immédiatement, on observe l'utilisation qui peut être faite de l'émergence de Bolsonaro sur l'échiquier géopolitique. Onyx Lorenzoni, qui est membre du Congrès fédéral brésilien et donc du parti de Bolsonaro, a annoncé que Jair Bolsonaro se rendra rapidement en Israël après des visites déjà prévues au Chili et aux États-Unis. Ce sera donc la troisième visite officielle du chef d'État brésilien. Évidemment, je comprends bien qu'on peut se dire que ça ne l'empêche pas d'être un bon patriote brésilien. Mais quand même, peut-on servir deux maîtres à la fois ? Lors d'un discours tenu devant 400 personnes au Club Hebraica de Rio en 2017, Jair Bolsonaro déclarait, écoutez bien, « Mon cœur est vert, jaune, bleu et blanc. » Vert, jaune, c'est le drapeau brésilien. Bleu et blanc, c'est le drapeau israélien.
Donc, quand il dit « mon cœur est vert, jaune, bleu et blanc », ça démontre donc qu'il se considère comme ayant une double nationalité, une double appartenance, de la part d'un chef d'État, qui plus est d'un chef d'État présenté comme nationaliste ou populiste, c'est pour le moins curieux. Évidemment, quand on observe les documents qui émergent maintenant sur ces trois fils, on peut carrément se demander si ces trois enfants, Eduardo, qui est député du parti de Bolsonaro, bien sûr, de Jair, Carlos et Flavio, ses deux autres fils, ne préfèrent tout simplement pas Israël au Brésil. Parce que quand même, c'est étonnant de voir à quel point les trois fils de Jair Bolsonaro, président du Brésil, ont une obsession que j'oserais presque dire pathologique, de systématiquement poser sur les médias sociaux avec des t-shirts aux couleurs israéliennes. Un jour, c'est un t-shirt à la gloire du Mossad, un jour, c'est à la gloire de Tzahal, un autre jour, c'est à la gloire de la police israélienne. Étrange quand même, parce que ce soit pendant la campagne électorale de leur père ou après la victoire de leur père, ça n'a cessé. C'est quelque chose que l'on voit systématiquement sur les comptes des trois fils de Jair Bolsonaro au niveau des réseaux sociaux. Les trois aiment inlassablement poser avec des t-shirts aux couleurs israéliennes. Bon. C'est quand même d'autant plus étonnant que l'on peut se poser de plus en plus de questions sur les croyances religieuses, feintes ou réelles, de la famille Bolsonaro. Catholiques à l'origine, les Bolsonaro avaient en effet profité de leur voyage en Israël en 2016 pour se faire baptiser collectivement dans les eaux du Jourdain dans le cadre du rite d'une secte protestante évangélique messianiste. Bien sûr, secte évangéliste et sionisme font très bon ménage et se retrouvent justement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le national-sionisme, dont Steve Bannon est un porte-voix. Et pour couronner le tout à propos de Bolsonaro, différentes photos de Jair Bolsonaro circulent maintenant, le montrant aussi dans des temples maçonniques entourés de toute une série de dignitaires en grande tenue d'apparat des loges. Et là encore, on sait bien que les sectes évangélistes, le sionisme et la franc-maçonnerie qu'ils qualifient de déiste en l'occurrence aux États-Unis, tout ça fait bon ménage. Donc on voit que tout cela entre dans ce schéma mondialiste. C'est parfaitement en phase avec la construction de l'adhésion au nouvel ordre mondial. Et en Allemagne, revenons maintenant en Europe, abordons l'Allemagne. Vous avez l'AfD, l'Alliance für Deutschland, qui est le parti populiste qui aujourd'hui connaît des succès à chacun des derniers scrutins et qui est promis évidemment à apparemment un très bon résultat aux élections européennes de mai 2019. Le 8 octobre 2018, l'AfD, comme naguère l'avait fait en Angleterre l'English Defence League, l'AfD vient de créer sa section juive, les JAFD, un parti nationaliste allemand qui crée sa section juive. Cette section juive a été officiellement présentée à Wiesbaden. Alors écoutez bien, outre l'adhésion à l'AfD, la condition préalable à l'adhésion à la JAFD, la section juive, est un lien ethnique ou religieux avec le judaïsme. Ça a été déclaré comme tel par les dirigeants de cette section juive. Donc on ne peut pas parler de conditions ethniques dans des autres domaines, mais là tout d'un coup on peut parler d'ethnicité lorsqu'il s'agit d'une section juive de l'AfD. Surplombant le logo de cette section juive de l'AfD,
il y a au-dessus d'un chandelier juif, une petite flamme, c'est étonnant, qui fait curieusement penser à celle du Front National. Cette section juive de l'AfD a lancé sa page Facebook en souhaitant un bon Shabbat à ses amis un vendredi. En fait, tout cela avait commencé plus tôt. Déjà en septembre 2017, différents leaders de l'AfD avaient tenu à témoigner de leur adhésion au sionisme. Vous avez notamment un cadre important de l'AfD qui s'appelle Daniel Rothman et qui ne supportait pas que l'AfD soit soupçonnée d'antisémitisme. Du coup, à chaque grand rassemblement de l'AfD, il portait un t-shirt « I love Israel ». L'AfD a régulièrement mené campagne en se présentant, écoutez bien, comme le meilleur défenseur des Juifs et comme le parti qui admire le plus Israël en Allemagne. En la matière, le sommet est atteint en janvier 2017 et ça mérite vraiment d'être rappelé à tous. L'AfD accueillait à Koblenz une grande réunion de l'ENF. L'ENF, c'est le groupe de députés européens au sein duquel siège Marine Le Pen, coordonné par Marine Le Pen, dans lequel vous retrouvez les partis nationalistes des Pays-Bas, d'Italie, d'Autriche, etc. Ce jour-là, à la tribune, devant tous les leaders, dont Marine Le Pen, vous avez un certain Markus Pretzel qui prend la parole. Markus Pretzel est tout simplement le mari de Frauke Petry, qui était à l'époque la présidente de l'AfD en 2017. Et Markus Pretzel, devant les dirigeants de tous les partis membres de l'ENF, le groupe parlementaire européen des mouvements populistes sous coordination de Marine Le Pen, Markus Pretzel, au nom de l'AfD, déclare « Israël est notre avenir ». Israel ist unsere Zukunft, meine Damen und Herren, in der Form, wie man mit dem Islam umgeht. Meine Damen und Herren, wer den politischen Islam, wer den islamischen Staat wirklich bekämpfen will, der sollte Israel unterstützen und nicht auch noch politisch und finanziell bekämpfen. Quel est le message populiste, nationaliste, patriote dans cette petite phrase? Israël est notre avenir. Pour qui roulent ces gens? Comment peut-on dans ce cas penser qu'ils roulent pour leur pays, qu'ils défendent leur population? Tout est dit. Israël est notre avenir. Et je vous le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a le lobby sioniste qui entre dans un mouvement populiste, on peut voir que un peu avant ou un peu après, il y a le lobby LGBT. Il y a l'AfD, ça n'a pas effectivement manqué. Vous avez l'un de ses principaux dirigeants, Alexander Golan, qui incarne une ligne nationaliste, radicalement opposée à l'immigration, défendant la famille traditionnelle, opposée au lobby homosexuel, à la dénaturation du mariage, à l'idéologie du genre. Mais à côté de lui, vous avez Alice Weidel. Alice Weidel, c'est une femme ultra-libérale, formée, comme par hasard, chez Goldman Sachs, qui a passé également ensuite 6 ans en Chine au service de la Bank of China, qui est ensuite revenue en Allemagne, s'investir en politique, qui est une lesbienne notoire, et qui vit en duo avec une immigrée sri-lankaise. Amusant quand même pour quelqu'un qui, aujourd'hui, est co-dirigeante de l'AfD, qui est censée lutter contre l'immigration et défendre la famille et les valeurs familiales. Et le cas d'Alice Weidel est loin d'être isolé au sein de l'AfD. Il y a par exemple le député Frank Hansel, qui vit en duo avec un immigré brésilien. Vous avez aussi, bien sûr, certains qui pourraient... je vais encore citer Sven Treschler,
qui est le président des jeunes de l'AfD, et qui lui aussi est un homosexuel notoire, ainsi que Jana Schneider, qui est la présidente régionale des jeunes de l'AfD, qui est une lesbienne notoire. Parce que tous ces gens ne le cachent pas, ils affichent leur homosexualité. Ce n'est pas comme s'ils... On pourrait me dire, ils vivent cela dans leur intimité. Non, non, non. Dans tous ces cas-là, ce sont des acteurs politiques qui affichent cela. Et donc, on ne peut pas dire que c'est de la vie privée. Ça a nécessairement de l'impact sur la vie politique, l'action politique qu'ils mènent. D'ailleurs, on voit bien à quel point ça influence tout leur schéma de pensée. Il y a par exemple une affiche de l'AfD qui désapprouve l'islam. Mais pourquoi? L'affiche de l'AfD désapprouve l'islam parce que des musulmans n'aiment pas leurs voisins homosexuels. Alors là, quand même, comme raccourci d'argumentation, on est stupéfait, sidéré. Mais ça démontre bien à quel point désormais le lobby homosexuel interne à l'AfD est reconnu officiellement par les instances du parti. Maintenant, je terminerai mon tour d'horizon par la France, bien sûr. Je vais essayer chronologiquement de montrer comment tout cela n'est pas neuf. En mai 2015, à New York, Marine Le Pen rencontre l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak. Quand même, bon, on peut se demander pourquoi Marine Le Pen a besoin, pour mener une politique nationaliste en France, d'aller se rendre aux États-Unis pour rencontrer l'ancien Premier ministre israélien. Nous sommes en mai. Au mois de juin, vous avez un député européen qui donne un élément de réponse. C'est l'eurodéputé allemand Udo Voigt. Lui, il n'est pas de l'AfD, il est du NPD. C'est un des plus anciens mouvements nationalistes allemands. Il ne fait pas partie du groupe parlementaire européen de Marine Le Pen. C'est un isolé. Et il fait cette déclaration, il publie un communiqué sévère à propos du nouveau groupe européen présenté par Marine Le Pen en juin 2015, composé de 36 eurodéputés, dont sont absents dès le départ Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch et même Aymeric Choprad. Et le député européen allemand Udo Voigt déclare dans ce communiqué « Beaucoup nous demandent un avis au sujet de ce nouveau groupe technique créé au sein du Parlement européen. Si Madame Le Pen pense qu'il suffit de trouver le plus petit commun dénominateur dans une position pro-Israël, nous verrons combien de temps ce groupe pourra fonctionner. » Donc c'est intéressant parce que c'est un acteur clé de la vie politique intra-mouvement nationaliste au Parlement européen qui fait cette analyse dès le lancement du groupe parlementaire européen coordonné par Marine Le Pen. Il dit, quelques jours après le lancement, que le plus petit point commun dénominateur de ce groupe, c'est leur soutien à Israël, c'est tout. Tous ceux qui sont des populistes ou des nationalistes qui ne partagent pas cette vision ne se retrouvent pas dans cette structure. Le mois suivant, le 8 juillet 2015, Marine Le Pen, présidente du Front National, présidente de ce groupe Europe des Nations au Parlement européen, se rend à Strasbourg avec Louis Alliot à une réunion d'une instance non officielle qui s'appelle le Parlement juif européen. C'est une organisation communautaire lancée en 2012 par l'oligarque ukrainien Vadim Rabinovitch, ça ne s'invente pas, et où la France est notamment représentée par le président d'Europe Israël, Jean-Marc Moscovici. Le compte-rendu de la réunion rédigé par le Parlement juif européen dit notamment « Nous avons discuté de quelques questions relatives à la lutte contre l'antisémitisme, l'arrêt du boycott d'Israël, qui est le nouveau visage de l'antisémitisme et de la cacheroute. Les représentants du Parlement juif européen ont expliqué l'importance de toutes ces questions pour la vie juive en Europe.
Marine Le Pen a confirmé que l'antisémitisme n'a pas sa place dans sa formation politique. Elle a aussi dit condamner le boycott d'Israël. La réunion a eu lieu au Parlement européen à Strasbourg, où un déjeuner cachère a été servi. Ce fut une occasion parfaite pour souligner le point de vue du Parlement européen juif, pour qui la cacheroute fait partie du patrimoine européen. Bon, donc c'est très bien, Marine Le Pen a mangé cachère, voilà. Mais au-delà de cela, on comprend donc bien que nous sommes en juillet 2015, dans une période estivale, et voilà que Marine Le Pen et Louis Alliot, à un moment où les députés européens sont en vacances, se rendent au Parlement européen pour rencontrer une officine à statut non officiel, le Parlement juif européen, et négocier avec eux de la façon dont on aborde la question juive et la question israélienne. Le mois suivant, mois d'août 2015, le FN se dit favorable à l'opération Tel Aviv sur Seine, lancée par Anne Hidalgo à Paris. C'est en tout cas ce que fait savoir l'avocat Valrand Saint-Just, chef de file du FN sur Paris, qui affirme que ceux qui désapprouvent l'opération Tel Aviv sur Seine d'Anne Hidalgo sont des imbéciles fanatiques. Bon. Il ajoute « Je ne vois absolument aucun inconvénient à ce que cet événement festif ait lieu, bien au contraire. » Avril 2016. Michel Toris, organisateur du voyage de Louis Alliot en Israël, déclare au site d'information Le Lab qu'il dirigera la nouvelle Union des patriotes français juifs, organisme chargé de rapprocher Marine Le Pen de l'électorat juif. Alors, qui est Michel Toris? Animateur du syndicat Action Police CFTC, ce policier sioniste travaille depuis 2008 au renforcement de la coopération policière entre la France et Israël. Connu pour ses prises de position favorables à la Ligue de défense juive et au Bétar, Michel Toris avait été accusé en 2014 par CM Suite, chargé de mission au ministère de la Justice, d'être proche du cybercriminel franco-israélien Grégory Shelley, plus connu sous le surnom d'Ulkan. Je pense qu'il a des soutiens non seulement au niveau des autorités israéliennes, mais il a aussi des soutiens dans la police française. La semaine dernière, on m'envoie un policier de la DDSP du 94 pour qu'il puisse enregistrer tous les messages vocaux que m'a laissé Ulkan, où il me menace de mort, ma fille et moi, mes parents. Le policier enregistre ça. J'apprends qu'il s'appelle Monsieur Touris. On me le dit. Je ne savais pas que Monsieur Touris était dénoncé sur les réseaux sociaux en tant qu'ami d'Ulkan. Je crois être dans un film d'horreur. Il faut le vivre pour le croire. Actualité juive annonce au mois d'avril 2016 que le député Gilbert Collard, franc-maçon notoire, se rendra au mois de juin en Israël en vue d'une normalisation des relations entre Israël et le Front National. Et selon Actualité juive, il s'agit notamment de préparer un éventuel voyage de Marine Le Pen à Jérusalem. Bon, cela ne s'est toujours pas fait, bien sûr, mais on voit comme les efforts sont multiples pour y arriver. On ajoutera que à l'Assemblée nationale, Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine, avait fait une intervention à ce point pro-israélienne qu'elle avait été applaudie par le député Habib Meyer, l'ancien vice-président du CRIF. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. 26 janvier 2017. Eh bien là, nous voyons Nicolas B., secrétaire général du FN, envoyé en mission en Israël par Marine Le Pen, avec évidemment au programme l'incontournable pèlerinage à Yad Vashem. 8 février 2017. Alors là c'est nous montons dans les degrés
de signification de l'adhésion et de la soumission. En février 2017, nous sommes en pleine campagne électorale. À France Inter, Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine, déclare, quand Marine Le Pen dit la France aux Français, elle pense la France aux Juifs. On ne peut pas défendre la France si on ne défend pas les Juifs. Et je considère que quand Marine dit par exemple que la France aux Français, mais c'est la France aux Juifs. Il n'y a à aucun moment de la part de Marine Le Pen la moindre réaction. Pas la moindre petite correction, pas le moindre propos pour dire ce n'est qu'une interprétation. Non, rien. Silence radio. On m'a appris que qui ne dit mot consent est certainement dans ces circonstances-ci. En fait, ça se situait dans une journée bien particulière. Tandis que Nicolas B., secrétaire général du Front National, revenait de son voyage en Israël, mandaté par Marine, Louis Alliot et Gilbert Collard prenaient un petit déjeuner au restaurant parisien chez Françoise, le mercredi 8 février, à l'invitation de la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël. C'est devant ce public-là, regroupant 18 associations juives, que Gilbert Collard a tenu ses propos. Mais en sachant pertinemment qu'il y avait là et des micros de la radio et des micros de la télévision. Et donc il savait pertinemment que ce qu'il allait dire serait répercuté, non pas simplement aux membres de la communauté juive, mais à l'ensemble des électeurs. Donc on ne peut pas dire qu'il n'assumait pas ce qu'il a dit ce jour-là. Il y avait ce jour-là, ce 8 février 2017, une trentaine de personnes à cette rencontre. Et parmi eux, Nicolas Lesage, directeur de cabinet de Marine Le Pen, Jean-Richard Sulzer, conseiller économique de la présidente du FN, et Michel Toris, le fameux policier responsable de l'Union des patriotes français juifs. Donc, si on ajoute Alliot, il y a là vraiment tout un état-major du parti. Donc le fait que Gilbert Collard ait dit, quand Marine Le Pen dit la France aux Français, elle pense la France aux Juifs, devant tous ces membres de l'état-major du parti, sans que ça n'entraîne aucune réaction de la présidente, c'est un aveu d'une telle importance que ça devrait immédiatement faire tomber tous les voiles sur ce qui se cache derrière tout ça. Louis Alliot, député Front National, dit que vous vous rendez souvent en Israël, c'est vrai ? J'aime beaucoup Israël. Oui, non, mais c'est vrai, vous vous y rendez souvent ? Non, pas souvent, non. Mais j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et alors, est-ce que vous travaillez à organiser une visite de Marine Le Pen sur place ? Mais non, moi je cherche pas du tout. Non, mais Marine Le Pen aimerait bien y aller, non ? Non, mais je m'en fous. Vous foutez de savoir si elle y va ou pas ? Complètement. Moi, je veux détacher mes prises de position de tout sous-entendu politique. Voilà. Ajoutons que le même Gilbert Collard a également dit ce jour-là que toute sa vie, il avait œuvré pour Israël. Ah, c'est un député français d'un parti dit nationaliste qui, toute sa vie, a œuvré pour Israël. Bon. Un bref mot sur Nicolas Dupont-Aignan, parce que certains croient aujourd'hui que c'est une autre alternative et que les choses sont différentes. Évidemment, il n'y a aucune différence. Rappelons que Nicolas Dupont-Aignan a été formé par les Young Leaders, qui est la branche jeune de la French American Foundation. Donc il a reçu une formation d'un des importants cercles mondialistes basés aux États-Unis. Ajoutons que dans son travail de député-maire, Nicolas Dupont-Aignan a plusieurs fois participé à des cérémonies sur l'espace public d'allumage de chandeliers pour Hanouka avec les Lubavitch, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en novembre 2016, il était à Bruxelles à prendre la parole à une réunion organisée par Michael Modrikamen, qui est le président de la fondation Le Mouvement, ce mouvement dont Bannon est le représentant de commerce. Donc vous voyez que tout ça se tient.
tous sont issus du même moule, du même tonneau, font partie des mêmes réseaux, ont les mêmes obligations. Je m'arrêterai là sur l'énoncé de toutes ces ramifications. Là, je pourrais encore en parler pendant des heures et aborder tous les autres mouvements, aller plus en profondeur dans les médias aussi présentés comme alternatifs, dissidents, patriotes, et qui en ce moment sont la cible de démarchage de la part de ces mêmes milieux nationaux sionistes. En tout cas, voilà, j'ai voulu vous démontrer que de part et d'autre, que l'on observe le phénomène de l'immigrationnisme, que l'on observe le phénomène de l'évolution des partis populistes pris en main, cornaqués par la mouvance nationale sioniste, eh bien, vous avez les mêmes interlocuteurs, en fait. Au final, ça se décide tout cela au plus haut échelons d'organisations internationales mondialistes. D'un côté, vous avez, pour financer l'immigration à grande échelle, vous avez un personnage proéminent comme George Soros. D'un autre côté, vous avez toute une kyrielle de gens qui, avec par exemple un Jacques Attali qui a entamé des conférences pour dire qu'il fallait prendre en compte l'évolution du populisme, il fallait tenir compte de cette réalité. Il ne faut pas considérer le nationalisme comme un gros mot, ce serait une erreur terrible. Nous avons besoin des nations. Et ça a même été une erreur de ceux qui ont voulu le globalisme que de considérer la nation comme une catastrophe. Pas du tout. Dans ce monde où se joue la succession éventuelle des États-Unis comme leader du monde, il va falloir prendre les richesses où elles sont pour accélérer cet basculement vers un nouvel ordre mondial, et l'Europe va être un terrain de chasse. Il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes. Il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes. Nation, c'est le cœur des choses. On peut appartenir à deux ensembles structurés. Et donc, de ce point de vue, la nation n'est pas un obstacle à la globalisation. On peut être les deux. On peut être français et soutenir l'équipe de Croatie, ou marseillais et soutenir l'équipe du PSG. C'est pas le problème. On peut faire les deux à la fois. Non, on peut pas. Non. Si, on devrait pouvoir. On devrait pouvoir. J'en connais. Peut-être plus caché qu'il ne le laisse paraître. Eh bien, on sent bien que tout ça signifie clairement une volonté toujours d'anticiper les phénomènes et de les maîtriser. Et donc, à partir du moment où il y a un réveil des populations européennes, un réveil des électorats, eh bien, la meilleure façon de maîtriser cette réalité, c'est tout simplement de la pénétrer et d'en prendre la direction dans chacun des États concernés. Et on voit bien que, hélas, ça fonctionne assez bien, que dans beaucoup de pays, ils ont su mettre leur pion, ils ont su prendre en main des responsables politiques, ils ont su vraiment imposer une ligne géopolitique fidèle à leurs objectifs. Nous sommes le 24 novembre 2018 et c'est une journée importante Gilets jaunes, et là encore c'est intéressant de faire ce parallèle avec notamment les déclarations de Bernard-Henri Lévy et celles de Jacques Attali. Vous avez probablement, pour la plupart de ceux qui regarderont cette vidéo, eu connaissance de ces messages diffusés sur Twitter par Bernard-Henri Lévy. Dans un premier temps, il a tenu des propos totalement méprisants à l'égard des Gilets jaunes, parlant évidemment de populistes et parlant d'échec de leur mobilisation. Curieusement, alors qu'il tenait ce langage le jour même du 17 novembre, il se retrouvait ensuite le lendemain au CRIF. Et pour parler à la convention du CRIF, il a choisi comme thème les Gilets jaunes.
Et cette fois, il a tenu un discours du CRIF en disant que il fallait tenir compte de cet événement. Il s'agissait bien d'un événement. Alors, il disait la veille qu'il y avait là un échec de mobilisation, et puis devant le CRIF, il parlait bien d'un événement. Et tout au long du discours qu'il a tenu devant le CRIF, il n'a cessé de jouer sur les deux tableaux, de tenter à certains moments quelques mots d'empathie. Il y a un peuple qui souffre, il y a du désespoir, il y a de la pauvreté, il y a de la colère. Mais aussi, sans cesse pointant du doigt la mauvaise colère, le mauvais populisme. Le peuple, celui qui ne respecte rien que lui-même, celui qui dit « on est le peuple et parce qu'on est le peuple on a tous les droits », absolument tous, à commencer par celui d'enfreindre la loi, eh bien ce peuple-là, chers amis, je me permets de vous signaler que c'est contre lui que se déchaîne la sainte colère de Dieu. Si, comme on est censé le faire dans cette enceinte, on essaie de réfléchir et de le faire avec mesure et sérieux, on est bien obligé de se dire que le groupe en fusion n'est pas un argument, que le peuple n'a pas et ne peut pas avoir tous les prestiges et tous les pouvoirs, et que les institutions sont faites en république, en démocratie, et plus encore dans les républiques bien démocratisées, pour limiter les pouvoirs, tous les pouvoirs de tous les souverains, y compris donc le peuple, ou cette fraction du peuple qui prétend couvrir la voie des autres fractions, bloquer le pays et pousser le président à la démission. Au final, on sent bien que dans ce discours tenu par le CRIF, il y a ce message qui est totalement parallèle à ce qu'on observe au niveau de la prise en main des partis populistes, c'est de dire, mais en fait, si vous voulez que votre colère soit considérée comme une colère positive, acceptable, il faut qu'elle soit cornaquée, maîtrisée. Si vous êtes indépendant, si vous restez affranchi, vous devenez une mauvaise colère, celle qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Et là, il faut évidemment la punir, la sanctionner. Et c'est quelques jours après, on a vu aussi Attali évoquer sur son blog qui est lié au magazine L'Express, les Gilets jaunes, et de nouveau, il y a ce double langage, un peu d'empathie par rapport aux Français qui sont dans la souffrance, mais un peu de mise en garde, et ce sont les mêmes. Attali, BHL, c'est la même mouvance, qui donc, encore une fois, à l'émergence d'un nouveau populisme, n'ont qu'une ambition finalement, c'est de parvenir à le maîtriser. En le menaçant du bâton, il faudra le sanctionner s'il ne se laisse pas maîtriser. Et ces jours-ci, on voit bien effectivement que de la part de l'État, il y a à l'application de ce message. On voit bien que ce 24 novembre à Paris, d'emblée, le dispositif mis en place par l'État républicain, cela a été les autopompes, les gaz lacrymogènes, avant qu'il se passe quoi que ce soit. On dira évidemment que les violences sont venues de la part des Gilets jaunes. On a vu Castaner, le ministre Castaner, dire que ce qui se passait à Paris, c'était la prise en main des Gilets jaunes par l'ultra-droite. Mais en vérité, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est tout simplement l'application du message de BHL au CRIF et de Jacques Attali. Si les Gilets jaunes ne se laissent pas maîtriser, il faut les sanctionner, il faut les punir, parce qu'ils sont à ce moment-là la traduction nouvelle des heures les plus sombres de l'histoire. Voilà, merci en tout cas pour tous ceux qui ont compris la peine d'écouter cette conférence qui ne s'est pas tenue dans les meilleures conditions, et donc peut-être le son n'aura-t-il pas été de la meilleure qualité, mais je pense que tout ce qui aura été dit aujourd'hui ici mérite quand même d'être pris en compte par tous ceux qui ont une carte d'électeur et qui se demandent s'ils doivent faire confiance à Marine Le Pen, à Dupont-Aignan et que sais-je.
ou si ils doivent soutenir tel ou tel auteur, aller se faire dédicacer le livre d'Éric Zemmour ou payer leur cotisation de soutien à un média soi-disant dissident, mais qui en réalité est une succursale de plus de toute cette mouvance. J'aurais voulu parler par exemple d'une extraordinaire supercherie qui s'appelle maintenant La France Libre, une soi-disant radio patriote dirigée par Golnadel. Enfin, voilà, je ne sais plus, je n'ai pas de mots pour dire tout ce que je pense de l'évolution du paysage politique français, européen et plus largement occidental, où on voit véritablement la difficulté de rester libre, de rester affranchi de ces puissances internationales, de ces puissances mondialistes, et de mener un authentique patriotisme, fier de nos racines, fier de nos traditions, fier de notre culture, fier de notre foi. Quand je vois le livre d'Éric Zemmour comporter un chapitre Saint-Louis le roi juif, et puis ensuite nous faire passer le message que la France a son sort lié à celui d'Israël, je suis consterné de voir à quel point tant de gens dans notre mouvance au sens large de patriotes continuent à se laisser berner par de tels messages et à faire la file pour aller acheter le livre Destin français. Il est quand même temps de voir émerger véritablement un parti authentiquement français, catholique, patriote, sincère, de voir émerger de plus en plus de médias dissidents libres, authentiquement français, de voir émerger des intellectuels authentiquement français, libres, affranchis. C'est cela qui nous manque pour obtenir les premiers prémices de victoire. Merci.